Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Dans ce troisième épisode de Radio Berthoud, messieurs Pretoria, Rangoon, Sinaloa et moi-même, Abidjan, allons réfléchir et échanger autour de la question de la sélection d'une bonne première arme pour le débutant. Monsieur Rangoon et Monsieur Pretoria, je sais que vous avez des avis un peu divergents sur certains points que nous allons aborder. Monsieur Pretoria représentant le camp de la raison, Monsieur Rangoon représentant le camp de l'enthousiasme et du cœur, contrairement aux apparences. Mais je pense qu'on peut commencer par déterminer la base de tout, c'est-à-dire l'établissement d'un cahier des charges, ce qu'on veut faire avec l'arme. Je vous propose d'entamer là-dessus, Monsieur Pretoria. Oui, merci Monsieur Abidjan. Effectivement, le choix d'une première arme, notamment si la personne n'est pas issue de cercle de tireurs, peut s'avérer parfois un petit peu compliqué, avec des achats qui sont impulsifs ou malheureux. Et donc à ce moment-là, il faut, à mon sens, déterminer précisément quels sont d'abord les besoins que la personne va avoir, respectivement, quelle forme de tir va-t-elle pratiquer. Donc on peut diviser ça sous plusieurs catégories. La première, c'est le tir statique en stand, que ce soit du loisir ou de la compétition, ce qui nous permet de nous donner déjà une première orientation. Est-ce que la personne veut faire du tir dynamique, donc utilisation de holster, choix d'une arme conditionnée par un règlement sportif de type IPSC ou IDPA? Est-ce que c'est plus une perspective de collection ou de, je ne dirais pas paraphilie, mais d'une vision idéalisée d'une arme, quitte à finalement tirer assez peu? Par contre, j'exclus de cette catégorie finalement les professionnels qui typiquement vont avoir accès à une arme, ou ont déjà accès à une arme, à savoir leur arme de service, ou bien ils sont en cours de formation sur une arme spécifique. Donc, pour un usage professionnel, on est plutôt sur un cahier de charge, et c'est rarement une première arme en fait. Donc voilà, plus ou moins la première étape, définir les besoins immédiats de la personne, pour pouvoir progresser et pouvoir conseiller au mieux, et déterminer les prochaines étapes pour présenter les différentes armes. Ça me semble très clair. Monsieur Rangoon, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Oui, tout à fait. Et puis je commencerai par dire simplement que vous avez été relativement cynique avec moi, en tout de suite disant que je n'étais pas quelqu'un de très joyeux, alors que si vous me connaissez, vous savez que je souris tout le temps. Et à ce propos, d'ailleurs, je pense que je suis pas, mon propos n'est pas en contradiction avec celui de mon collègue Monsieur Pretoria. Je pense que son approche assez scientifique et assez carrée pour accompagner quelqu'un vers l'achat d'une première arme c'est une bonne approche. C'est un bon premier geste. C'est pour ça que je dirais, sans rentrer dans des détails très techniques sur comment décider, je recommanderais à quelqu'un qui veut faire cette démarche d'acheter une première arme, déjà d'aller dans plusieurs armureries, discuter avec plusieurs armuriers, essayer déjà d'avoir aussi un contact avec l'armurier qui ne soit pas juste dans une relation purement commerciale, mais avoir un contact de confiance, être en mesure bien d'avoir en face de soi un interlocuteur avec qui on peut parler librement. Je pense que ça, c'est à mon avis déjà le premier point. C'est en tout cas comme ça que je guiderais quelqu'un qui m'aborde
en me demandant ce que je pense d'une première arme. Je lui recommanderais d'abord, effectivement, je lui recommanderais de visiter plusieurs armureries. Très bien. Monsieur Sinaloa, puisque je sais que vous voulez intervenir le plus tôt possible. Monsieur Sinaloa. Alors, à mon avis, la première arme doit être adaptée à la morphologie de la personne. Je pense que cette quête d'une nouvelle arme ou d'une première arme, elle doit vraiment être axée sur la bonne prise en main, sur une prise en main qui soit adaptée. Elle doit permettre à la personne débutante de progresser de manière positive et d'intégrer les notions de cette bonne prise en main qui sont capitales. Cette première arme doit permettre également de créer une expérience et des souvenirs qui sont positifs. Le risque, c'est que l'activité du tir se transforme en corvée angoissante, en expérience désagréable. Quand l'arme n'est pas adaptée, quand le recul est peut-être trop fort, quand il n'y a pas de bons résultats en cible, car l'arme n'est pas la bonne, ça peut créer très vite de la frustration. Je pense aussi que les manipulations de base doivent être facilement réalisables par la personne qui apprend. Donc le choix de la première arme doit vraiment être axé sur cette problématique de la prise en main. Et on le voit dans les institutions qui imposent des armes aux collaborateurs, c'est un phénomène qui est très problématique. Car on a une arme pour tous, et selon la personne, cette arme peut être trop grande, trop petite, la texture peut être désagréable, la détente peut être positionnée trop loin ou trop près, ou l'action sur la queue de détente est réalisable que après avoir fait des positions extrêmes avec le doigt. Donc c'est très important, et l'avantage d'une première arme dans un contexte de tir sportif, dans un contexte ludique, c'est que la personne, elle peut finalement choisir cette arme. L'arme n'est pas imposée. Et c'est pour ça que l'accueil dans l'association de tir, dans le club de tir est important. L'accueil doit permettre des prêts et doit permettre des essais. Donc il faut que cette personne soit conseillée avec bienveillance, avec passion. Et il faut que l'armurier qui propose ensuite ses armes à l'achat prenne le temps d'accompagner cette personne dans l'acquisition de cette première arme. Les moniteurs devraient également regarder avec attention l'interface entre le tireur et l'arme, c'est-à-dire les mains, pour voir qu'est-ce qui convient ou quelles sont les potentielles problématiques liées aux mains de ces nouveaux tireurs. Vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas acheter une arme fabriquée par Heckler & Koch, globalement. Là. Ce que vous êtes en train de dire, les MP5, la plupart des gens ne sont pas capables d'accéder à la sécurité. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est une très bonne approche. Vous avez d'ailleurs déblayé une grande partie du sujet de manière très synthétique. Je vous en remercie. Monsieur Pretoria, est-ce que vous voulez continuer sur votre lancée ? Oui, alors effectivement, tout ce qui est composante que j'allais aborder par l'interface tireur-pistolet est quelque chose de central, notamment pour le choix d'une arme de poing. Maintenant, à un niveau beaucoup plus haut, définir les besoins, c'est par exemple quelqu'un qui souhaite uniquement tirer en tir statique. On peut très très bien lui recommander un pistolet simple action avec une sûreté manuelle. Alors que comme première arme en tir dynamique, c'est peut-être trop exigeant. Respectivement, il y aura une phase d'introduction, de familiarisation avec l'arme qui sera un petit peu plus compliquée qu'avec d'autres systèmes de détente. Maintenant, une fois qu'on a
qu'on a défini les besoins avec la personne, donc les besoins immédiats, il faut aller un petit peu plus en avant, respectivement se projeter un petit peu dans le futur, avec des perspectives à court, moyen, voire même à long terme. Et en fait, pour quelqu'un qui débute et qui veut faire du tir statique, se pose la question de, euh, de ce qu'il veut faire par la suite. Est-ce qu'il veut poursuivre dans le tir dynamique? Est-ce qu'il souhaite monter une optique, respectivement les points rouges? Ça devient un sujet qui est tout doucement central, même en dehors des catégories open de l'IPSC. Et là, il y a en fait d'autres problématiques. Respectivement, en tir dynamique, le système d'armes, ce n'est plus le tireur et son arme, mais c'est le tireur, un système de ceinture, un bon holster et son arme. Et il y a également cette problématique d'exigence en termes de rigueur sur le fait de assurer, désassurer une arme en simple action, qui nécessite beaucoup plus d'entraînement et qui serait davantage recommandable pour des tireurs qui ont un petit peu plus d'expérience. Pour tout ce qui est OptiCrédit, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est culasse déjà préparée d'usine pour recevoir des points rouges, et ben pour beaucoup d'armes, il n'y a plus une grande différence en termes de prix entre un pistolet qui est préparé et un qui est standard. Par exemple, pour le CZ Shadow 2, on est de l'ordre de 90 francs supplémentaires. Pour certains fabricants, c'est un peu plus cher. D'une manière générale, il y a un surcoût à prévoir. Par contre, si la personne décide de prendre une culasse standard et qu'après elle souhaite augmenter, enfin travailler avec un point rouge, et mis à part certaines offres qui sont faites en standard sur du Glock par exemple, j'ai vu quelques offres sur France à des tarifs défiant toute concurrence. Mais là, on rentre déjà dans le domaine du custom et le risque, c'est de se retrouver avec un usinage qui coûte très cher si on veut partir de la culasse de base. Ou alors l'achat d'une glissière spécifique qui est également très cher et souvent livré nu, donc il faut prévoir toutes les petites pièces à l'intérieur comme surcoût, ou alors carrément acheter une arme qui est une nouvelle arme complète qui est compatible avec cette nouvelle enfin ce nouveau besoin en fait qui est apparu au bout d'un moment. Concernant l'aspect de modularité, c'est plutôt si on souhaite par exemple travailler avec un rail Picatinny en vue de monter une arme torche ou avoir une arme modulaire comme le sont par exemple les SIG P320, parce que on peut avec avoir une arme full size, compact et subcompact à partir d'un seul élément. Alors en Suisse, c'est malheureusement pas possible, mais la doctrine aux États-Unis, c'est qu'on achète le Trigger Group, un Firing Control Unit, le FCU, et ensuite on monte les différents éléments, donc glissière, canon et nouvelle poignée, et en fait on peut avoir une arme 3 en 1. Et donc se pose cette question de qu'est-ce qu'on va avoir comme besoin, non seulement immédiat, mais projeté à court moyen terme en fonction du développement de l'intérêt dans la discipline. Donc ça c'est vraiment le besoin immédiat, puis aussi voir un peu plus pour voir si on peut pas optimiser, quitte à avoir un léger surcoût, mais qui s'avérera finalement rentable sur un temps plus long en fait. Dernier point où il faut prendre en compte, c'est la notion de calibre. Notamment si on veut apprendre à tirer, au tout début on va avoir besoin d'un petit peu de munitions. Et finalement se pose la question de... Alors,
la composante du plaisir de tirer avec des calibres majeurs, etc., c'est quelque chose qui est vraiment subjectif. Mais par exemple, une boîte de 44 Magnum, la 50 cartouches, on est aux alentours de 40 à 42 francs. Hein, alors que de la 9 para, maintenant que la crise de la munition est en train de se tasser, on revient vers des tarifs de l'ordre de 17 francs, 18 francs, les 50 cartouches. Donc toute proportion gardée, on va tirer beaucoup plus avec de la 9 para qu'avec de la 44 Magnum. Je parle même pas des séries de tirs qu'on va pouvoir faire. La problématique de disponibilité dans les stands classiques, hein, les stands de la FST par exemple, la 9 para sera toujours disponible et acceptée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important, parce qu'il y a certaines structures qui sont finalement assez conservatrices, et ce qui n'est pas validé par le catalogue des moyens auxiliaires édité par ces instances de tir sportives, basiquement, les comités peuvent refuser ces calibres qui ne sont pas homologués. Puis le dernier point que je voulais aborder, c'est, comme dit, la possibilité de pouvoir avoir une maîtrise sur la munition. Tirer avec un calibre en 9 mm, même lorsqu'on est débutant, on a quand même beaucoup plus le contrôle sur son arme que si on tirait avec des calibres majeurs, et donc ça va se répercuter sur les potentiels dégâts qu'on peut faire aux infrastructures dans lesquelles on va tirer, hein, puisque ça aussi c'est potentiellement un facteur de friction, et quelqu'un qui annonce que c'est sa première arme et qui tire avec un calibre majeur, du 44 Magnum, etc., et qui commence à amener des dégâts aux infrastructures, il va y avoir très très rapidement des frictions, et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc d'abord, développer une maîtrise, prendre confiance, hein, y aller de manière graduelle, puis après envisager un autre achat ultérieur. J'ai terminé la partie vraiment conceptuelle qui vise à la préparation en fait des différentes armes. Donc là, typiquement à l'issue de cette discussion, l'armurier va faire une sélection, et là on partira ensuite sur tout ce qui est tenue et ainsi de suite. Donc j'ai terminé, Monsieur Abidjan, merci. Je voulais rebondir sur vos histoires de calibre. On conseille souvent aux débutants le 22 long rifle. C'est une fausse bonne idée. Alors c'est un calibre qui est très pratique, qui a beaucoup de qualités, en particulier en termes de coût, en termes de recul, en termes de confort de manière générale. C'est un calibre remarquable. Néanmoins, c'est une assez mauvaise école de tir à l'arme de poing. Je précise à l'arme de poing. À l'arme d'épaule, la question ne se pose pas. Mais à l'arme de poing, c'est de mon point de vue une assez bonne façon de prendre de très mauvais plis au niveau des fondamentaux du tir, en particulier au niveau de la tenue. À mon avis, ça peut poser problème sur le long terme. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Rangoon ? Moi, je suis entièrement d'accord avec l'idée que ça peut amener un faux pli très rapidement. D'autant plus selon le pays dans lequel vous vous trouvez et la législation qui va avec. Si vous avez encore par-dessus ça l'obligation de vous entraîner au 22 pendant une certaine période, une année par exemple, là je pense que ça peut aussi décourager beaucoup de gens qui en fait n'ont aucun intérêt pour ce genre d'armes-là, quoi. C'est pour ça que je pense que dans l'approche avec l'armurier, dans le contact qu'on a avec la personne derrière le comptoir, c'est aussi important que l'armurier puisse quelque part donner un aperçu de ce que ça va être pour gérer les attentes aussi. Le monde du tir, c'est un monde très diversifié. Et il y a énormément de différentes formes de tir, énormément de différents types d'infrastructures. Et chaque infrastructure permet l'usage d'un certain type d'armes, respectivement, va être relativement peut-être plus fermé au tir avec certains autres types d'armes. Donc je pense que ça fait aussi partie du chemin pour aiguiller quelqu'un, surtout si cette personne vient avec une idée
très déterminé parce que, pour reprendre l'exemple de Monsieur Pretoria, quelqu'un veut un 44 par exemple, parce qu'il a vu Dirty Harry, je sais pas, peut-être le film de son enfance. Mais voilà, c'est une question de gestion des attentes aussi. La personne qui veut faire une initiation, on va lui prêter un 22 long rifle, j'ai aucun problème avec ça. Justement, pour dépasser l'appréhension. Mais si la personne achète un 22 long rifle, elle va tirer avec. Et vous connaissez le bon mot de Jeff Cooper à propos du 635, qui disait qu'il faut jamais porter un 635 parce que si on porte un FN Baby sur soi, si on est attaqué, on risque de vouloir le sortir, de vouloir le sortir, on risque de vouloir tirer avec, et si on tire sur l'agresseur, on va l'énerver. Donc c'est pas une bonne idée. Enfin, bref. Ce petit aparté étant pour dire que je pense qu'une personne qui fait 6 mois ou une année de tir au 22 long rifle, il va lui falloir des heures et des heures et des heures de rééducation pour pouvoir maîtriser un Glock après. Mais par contre, je pense qu'il y a effectivement le cas de la dame de 77 ans avec de l'arthrite. C'est clair qu'on va pas lui filer un Manura MR73. C'est le cas d'un Beretta 71 par exemple, ça peut tout à fait être défendable. Mais bref, monsieur Pretoria, est-ce que vous avez envie de rebondir sur le concept du 22 long rifle comme première arme? Alors bon, disons que si une personne souhaite explicitement travailler dans un contexte ISSF, donc vraiment le tir sportif le plus classique du terme, bah là en fait il y a d'autres possibilités pour des percussions centrales, mais c'est extrêmement minoritaire. Donc mis à part une demande explicite de la personne, et c'est vrai que le 22 long rifle qui a plein de qualités, est finalement pas si intéressant que ça, puisque il n'y a pas besoin, il n'y a pas énormément d'exigences de tenue de l'arme, et comme le recul est très faible, on va développer des réflexes d'une tenue un peu molle, qui va être problématique si la personne souhaite par la suite pousser vers des calibres plus puissants. Même déjà du 9 para, on commence à avoir les effets d'un entraînement trop long, ou d'une phase de transition trop longue dans du 22 long rifle. Donc oui, Non, c'est parfait. Monsieur Rangoon, est-ce que vous voulez enchaîner sur un autre point, on va dire, j'ai envie de dire que vous représentez ce soir le clan des collectionneurs. Je sais que vous n'êtes pas vous-même un collectionneur, mais... Oui, justement, à ce propos, j'ai remarqué que vous avez cité Beretta 71, vous avez cité le Manura 73, MR73. Je me suis demandé si vous aviez des envies de voyage, est-ce qu'il y a un lien avec l'aviation civile derrière tout ça? C'est un hasard, monsieur Abidjan, ou vous ennuyez peut-être C'est parfaitement inconscient, mais effectivement, j'ai envie de voyager. Vous hésitez entre voler sur Air France ou El Al, c'est ça? sur ces bonnes paroles, alors comme première arme en tant que collectionneur, ou même comme personne qui est un petit peu sur un budget, il y a effectivement les Tokarev qui peuvent être intéressants, les Makarov PM qui sont des armes avec un budget qui est quand même relativement comprimé, même si la munition est plus chère, qui a un magnifique petit pistolet avec une détente très très la double action, c'est vraiment un délice, et en simple action, c'est une détente simple action. Donc, mis à part l'aspect soviétique et la munition qui est un petit peu plus chère, un Makarov PM peut être un très très bon choix, notamment si on est sur un budget un petit peu serré, quoi. Non mais, monsieur Pretoria, on avait dit que le conseil de ce soir, c'était le Beretta 99. Qu'est-ce que nous faites avec ce Makarov?
disons que j'offre d'autres perspectives qui sont aussi intéressantes, mais oui, il y a il y a vraiment plein d'armes qui sont intéressantes et qui combinent cet aspect historique. Les Astava M57, les Tokar FTT 33. Bon, après, encore une fois, on est sur des munitions qui sont plus chères, hein, qui sont plus onéreuses. Donc là se pose la question, est-ce que la personne est prête à encaisser ce surcoût, hein, typiquement pour des, j'aurais tendance à dire des débutants moyens, la munition de 44 Magnum est déjà trop chère à l'achat. C'est-à-dire que typiquement ce sont des armes qui vont tirer une cinquantaine de cartouches, peut-être 150 cartouches, puis après les gens vont pas, soit abandonner les tirs, soit passer à autre chose sur des systèmes qui sont plus agréables. Donc voilà. C'est Pour, parfait. une fois que Oui, une fois qu'on a défini les besoins, les perspectives, les problématiques de calibre, etc., bah vient la phase où bah il faut prendre l'arme en main. Donc ça, on peut encore faire dans des armureries dans toutes les armureries, ça on peut absolument le faire, hein. Donc là, il y a l'armurier qui va faire une présélection des armes qui pourraient être intéressantes. Euh, et à ce moment-là, bah, débute une phase, on va tester l'interface tireur-pistolet, ou respectivement tireur-arme de poing. Et basiquement, il y a deux éléments qu'il va falloir vraiment prendre en compte, c'est ce que monsieur Sinaloa avait dit, c'était la taille de la main et la longueur de l'index. Hein, souvent on assimile la morphologie comme la taille de la main, mais en fait il y a la taille de la main et la longueur de l'index. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut quantifier. Là, on peut voir, ok, la personne n'arrive pas à deux mains à combler le vide entre les deux mains, donc c'est vraiment des toutes petites mains, ou alors elle n'arrive pas à saisir très très haut, parce qu'en fait, il y a vraiment pas assez de viande. Et donc à ce moment-là, on peut déjà se faire une note mentale. Cette arme-ci, si ça remplit pas les critères, alors si on veut faire du tir statique en soi, on peut jouer une carte de peut-être ça peut quand même convenir parce qu'il n'y a pas de notion de tir successif rapide. Par contre, dans le tir dynamique, il faut une bonne tenue et il faut une longueur de doigt qui est adaptée. Sinon, on va devoir trouver un compromis, et les compromis entre les deux facteurs les plus essentiels qui est la maîtrise des tentes et la tenue, c'est rarement des compromis heureux. C'est-à-dire que la personne atteindra très rapidement un palier technique lié à La une morphologie. incompatibilité entre l'arme et voilà, à cause de la morphologie. Si j'ose, il y a aussi deux autres éléments qui sont assez intéressants. C'est la capacité, lorsque l'index est sur la détente, à réussir à passer son auriculaire de la main faible entre la carcasse et le doigt, enfin l'index, j'entends. C'est plus facile à montrer qu'à décrire, pardon. Et enfin, lorsque la prise en main est correcte, si les phalanges médianes de la main forte sont alignées sous le pontet. Si elles partent à gauche, c'est-à-dire que l'arme est trop petite. Si elles partent à droite, c'est-à-dire que l'arme est trop grosse. Et ça, il n'y a aucun... c'est extrêmement objectif. On le voit tout de suite, il n'y a pas de tricherie possible. Puis justement, c'est vraiment un ensemble qu'on peut quantifier. Hein, là, on peut vraiment être objectif, comme vous avez dit, monsieur Abidjan. Il y a par contre un autre facteur qui est subjectif, et là, c'est le ressenti qu'a le tireur sur la poignée. C'est-à-dire qu'au moment où il saisit l'arme, et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement.
il y a vraiment un inconfort, les gens déposent, puis prennent une autre qui va mieux. Et ça, c'est vraiment l'interaction entre la main du tireur et la poignée. Et ça, c'est indescriptible. C'est-à-dire que c'est comme tomber amoureux. On l'est, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est vraiment une question d'affinité entre le tireur et son arme. Par contre, il faut bien dire, en cas de moindre inconfort, on peut regarder une autre arme et à la fin faire une évaluation. Alors ça prend énormément de temps, mais c'est pas un souci parce que il y a certaines armes, notamment des armes de tir dynamique, on est sur des tarifs qui sont quand même assez élevés, hein. On parle de plus de 1500 francs en général. Donc là, il faut avoir le courage de prendre le temps parce que ça sert à rien d'acheter quelque chose, puis finalement on n'est pas si satisfait que ça. Et donc c'est un peu dommage quoi, pour ce genre d'investissement. Donc alors on parlait d'interface tireur-pistolet, mais il y a encore un autre aspect qui est connexe, c'est l'ergonomie générale de l'arme. La position des stries de préhension. Est-ce qu'ils sont bien positionnés? Est-ce qu'ils sont bien marqués? Est-ce qu'on risque de déraper? Hein, c'est particulièrement critique lors du tir dynamique, si on a des dérangements, etc. Si les stries de préhension ne sont pas suffisamment marquées, on va déraper. Et à l'inverse, si elles sont trop marquées, on va potentiellement se blesser sur des mouvements dynamiques. Quelque chose qui est spécial aux dames ou aux personnes qui ont été blessées par exemple, c'est la dureté des ressorts récupérateurs suivant les types de fonctions, la manière dont l'arme fonctionne. Hein. Je pense notamment au pistolet à culasse non calé qui fonctionne simplement. Le retard à l'ouverture se fait par la masse de la culasse qui sur un pistolet est faible et la dureté du ressort récupérateur. On peut se retrouver avec des armes qui épuisent littéralement le tireur. Donc en 1 heure, on peut avoir quelqu'un qui demande une autre arme parce qu'il n'y a plus de puissance musculaire, il n'y a plus de tonus musculaire sur le mouvement de charge. Un autre aspect, c'est la hauteur de la glissière. Hein. Typiquement, les pistolets Jericho, les P210, etc. Ce sont des armes qui ont des glissières qui sont très basses, des hauteurs de glissière qui sont très basses. Et à ce moment-là, il y a des problèmes de préhension et de mouvement de charge. Puis le dernier point, c'est les caractéristiques détente. Les caractéristiques détente, ça va être parce que ça, c'est la caractéristique de détente directe, détente à bossette, détente continue, hein, à la manière des Kalachnikov. C'est beaucoup des facteurs culturels plus que techniques en fait. Par contre, si une personne a développé une expérience sur une arme en prêt, etc., elle va développer sa culture autour de cette caractéristique de détente et refuser ou être rebuté par un autre type de détente. Donc ça, c'est vraiment aussi une question de feeling, de culture. Il faut à ce moment-là discuter avec la personne pour pouvoir affiner l'assortiment d'armes qui peut être testé. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects où il y a l'armurier qui a préparé plusieurs armes et la personne teste, prend en main, etc. Puis à l'issue, c'est vraiment une question de feeling et un mélange de feeling et de critères objectifs. Il y a un point qui est très important à aborder à ce moment-là, c'est la notion d'essayer l'arme au tir. Je sais que ce n'est pas possible dans beaucoup d'armeries, en particulier à l'étranger, mais le feeling, la sensation de l'arme sans tir, c'est une chose.
la sensation de l'arme au tir, c'en a une autre. Et il y a plein d'armes que je trouve extraordinaires sans tirer avec, par exemple le GP35, c'est a priori une arme que je trouve absolument remarquable. Il y a des choses qui bougent sur une arme et on peut pas s'en rendre compte lorsqu'on a juste l'arme posée sur un comptoir déchargé et si on n'est pas capable de faire du tir spécifiquement avec. D'où l'importance de, avant d'acheter, d'essayer. Et d'essayer au stand, pas à sec. Oui, effectivement, hein. Ça c'était le dernier point que je voulais aborder, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a trois axes principaux. Le premier, c'est vraiment déterminer les besoins généraux, les perspectives. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans une armurerie ou un endroit où on n'a malheureusement pas la possibilité de tirer, qui permet quand même de beaucoup dégrossir. Puis après, bien sûr, la composante ultime, c'est un test de l'arme, 50 coups pendant 1 heure, ou 100 coups, suivant l'intérêt, mais 50 coups, ça permet de tester plein de choses, puis ça permet aussi de davantage travailler à sec, enfin respectivement pas de travailler à sec, mais de manipuler, notamment pour les dames, pour tester la capacité à faire des mouvements de charge. Parce que typiquement, si le ressort récupérateur est trop dur, on va épuiser le tireur en 1 heure de travail à sec. Hein. Et à ce moment-là, l'arme reviendra. Enfin, il y aura une demande du tireur pour faire un échange d'armes qui est moins difficile à manipuler. Euh, Typiquement, s'il y a une incompatibilité entre le tireur et l'arme pendant une phase de tir, en moins de 10 cartouches, l'affaire est réglée, quoi. Et ça, j'ai vu assez régulièrement des personnes qui commençaient un cours, enfin c'est une micro-instruction de base, etc., une version simplifiée, qui après 1 heure de travail avec une arme qui ne les intéressait pas particulièrement, voulaient tester l'arme de leur choix, l'arme qui leur faisait plaisir en fait. Et en fait, en moins de 10 cartouches, la personne disait finalement ça me convient pas du tout. Retrait des cartouches et on repasse sur l'ancienne arme. Donc la phase de test, idéalement 50 coups 1 heure, mais en fait ça peut aller beaucoup plus vite. Hein. S'il y a vraiment une incompatibilité, un inconfort, un recul qui est trop sec, une glissière qui est trop difficile à manœuvrer, à manipuler, c'est beaucoup plus court que ça en fait. Mais bien sûr, il faut quand même faire tout le travail en amont, à mon sens, pour qu'il n'y ait plus que 2-3 armes sur la table à tester. Et à ce moment-là, le tireur sélectionne la meilleure des trois. Le test est vraiment la fin en soi, mais il faut ce travail en bon français de trichter, d'entonnoir, de sélection, etc., pour arriver à un choix final. Puis c'est le test de tir, s'il y a la possibilité, soit dans l'armurerie, soit d'avoir des camarades tireurs qui ont les armes absolument similaire ou d'un modèle approchant, de pouvoir faire un drill du hamac ou pour pouvoir le tester et se faire une idée beaucoup plus fine. Hein, comme dit, en moins de 50 cartouches et en 1 heure, on sait s'il y a une affinité ou pas. C'est parfait. Donc nous sommes d'accord, la première arme que doit acheter un nouveau tireur, c'est un Beretta 99, double action, simple colonne, 7,65 Parabellum. Monsieur Rangoon, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est effectivement ce vers quoi il faut se diriger. C'est-à-dire que c'est ce que les gens veulent, c'est l'équivalent dans une arme d'une vieille Alpha Giulia. C'est vraiment ce que je pense. C'est
Et c'est tout à fait incarné par le Beretta 99, voire même par le GP35. Non, plus sérieusement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Pretoria. La première arme, achetez-la sérieusement. Comme ça, vous pourrez vous dépêcher d'acheter la seconde et qui vous fera vraiment plaisir. Et ça, c'est le mot de la fin pour moi. Pas de conclusion de la part de M. Sinaloa, mais il avait bien dégrossi son sujet. Moi, j'ai pas d'autres conseils à donner que essayer et choisir une arme avec laquelle on est bien. Le reste, c'est que des détails. C'est une condition sine qua non, et je vais rebondir sur ce que Monsieur Rangoon a dit. Se dépêcher d'acheter la seconde, oui, effectivement, à partir du moment où on a une base solide avec une arme qu'on a appréciée, on peut aller vers des armes soit avec des fonctionnements plus complexes, hein, je pense à du tir dynamique avec des dérivés de 1911 qui exigent une grande rigueur dans les manipulations, notamment assurer, désassurer. Je travaillais avec pas forcément du 44 Magnum, mais du 45 ACP en recherchant le meilleur compromis entre vitesse de tir et précision. On voit quand même la différence entre du 45 ACP et du 9 para. Et après, c'est développé en fait des savoir-faire ou des capacités de tir avec des systèmes de plus en plus exigeants. Hein, par exemple, recommander à un jeune tireur un Glock 43, l'ancienne génération avec une capacité de 6+1, c'est vraiment un cadeau empoisonné. D'ailleurs, au moment où le Glock 43 a été mis sur le marché, on était aux alentours des années 2015, si ma mémoire est bonne. Et ben en fait, il y a eu littéralement une ruée sur ce type d'arme, puis pratiquement immédiatement après, donc dans une période de 6 mois après l'introduction sur le marché, énormément d'armes qu'on pouvait acheter pour des tarifs très avantageux sur le marché de location, simplement parce que c'est une arme d'experts ou de spécialistes, respectivement. Le Glock 43, c'est une arme soit pour un professionnel, qui est dans un cadre bien défini, ou alors la personne qui a atteint un plateau en termes de performance pour les pistolets full size et compact et qui cherche un nouveau challenge, et il le trouvera avec le Glock 43 parce que le Glock 43 est un pistolet performant mais exige une régularité technique de la part du tireur pour donner son plein potentiel. Dès qu'il y a une fluctuation dans les principes fondamentaux du tir, ça se voit directement sur la qualité de la gerbe. Et donc ça, c'est pas une arme de débutant, par exemple. Tout ce qui est arme subcompacte, c'est pas une bonne idée pour commencer. Même si on aurait tendance à, pour des personnes les dames qui ont peu de force dans les avant-bras, etc., de se dire un pistolet est moins lourd et plus petit, c'est mieux. Et ben en fait, c'est l'inverse. C'est souvent, ça amène un petit peu de peur en fait. L'arme est trop petite, l'arme a un recul trop sec. Il y a des problèmes de verrouillage au niveau des poignets, et donc il y a également des défauts de cycle. Il y a des douilles qui peuvent être projetées au visage du tireur. Donc, basiquement, pour autant commencer sur un pistolet full size, dans un calibre courant. Et après, le type de platine, on peut encore en parler directement avec l'intéressé pour voir le type de besoin qu'il a à l'instant T. Defence Force says he believes there's less chance now of another large-scale SWAPO infiltration into Namibia. C'est magnifique. Merci pour cet aperçu. J'aurai enfin un dernier mot qui consiste à ne pas lésiner. C'est-à-dire qu'on sera, pour citer le fameux mot de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs, le prix s'oublie, la qualité reste. Se dire qu'on prend une arme parce qu'elle coûte 200 francs de moins qu'une autre, et qu'on fait l'impasse sur tous les autres critères, c'est pas se rendre service en fait. Je pense que là-dessus tous les trois nous serons d'accord.
Oui, absolument, absolument. Alors il faut que le budget reste contenu, hein, mais faire des économies de bout de chandelle, notamment pour une première arme, c'est quelque chose qui est, à mon sens, ce qui va amener comme conséquence de devoir racheter plus cher relativement rapidement, parce que ça remplira pas nos attentes, ça satisfera pas les attentes. C'est juste. Monsieur Rangoon, le mot de la fin? Monsieur Rangoon. Je crois que c'est clair, c'est le GP35 est la solution, je pense, à toutes les questions de première arme. Non, plus sérieusement, je me rappelle simplement de ce que m'a dit mon armurier la première fois que j'ai acheté une arme. Il m'a dit si c'est ton premier pistolet, garde-le toute ta vie. Et, j'aurais aimé l'avoir écouté. Voilà. C'est la voie de la raison, hein, c'est un bon armurier. Exactement. Je vous propose de conclure là-dessus, sur cet argument philosophique imparable. Je vous remercie en tout cas de vos avis éclairés. On sent que vous avez travaillé sur la question tous les deux. Je pense que ce podcast sera utile, enfin du moins je l'espère, à toutes les personnes qui souhaitent acquérir une première arme. Ne serait-ce parce que on leur laisse beaucoup de champs, enfin le champ des possibles est immense, et on leur donne des principes qui sont fondamentaux et objectifs. À partir de là, s'ils suivent ces conseils, ils ont de bonnes chances d'acquérir une arme qu'ils garderont justement toute leur vie. Qu'il ou elle, hein, ne soyons pas restrictifs. Messieurs, exactement, nous avons besoin de plus de femmes dans le stand de tir. Soyons inclusifs, n'est-ce pas? Exactement. Bonne soirée.